Donc voilà, donc bonjour à tous. Donc Zoom récapitulatif de l'ensemble des Zooms que nous avons passés, donc des Zooms formation et surtout des choses à savoir sur le fonctionnement de BNG. Donc pourquoi j'ai organisé ce Zoom? Tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées ces derniers temps. Il faut savoir que le dimanche, normalement, c'est des Zooms où on analyse certains graphiques pour les prévisions de la semaine. D'accord? Donc là, à titre exceptionnel, je fais ce Zoom formation et questions-réponses pour les nouveaux membres. Okay? Donc pourquoi BNG et pas un autre groupe? Donc je pense que vous avez déjà souscrit à des autres groupes de signaux. Donc si vous êtes ici, ou alors si c'est le premier, vous êtes directement au bon endroit. Pourquoi? Parce que déjà, ce n'est pas qu'un simple service de signaux, c'est vraiment une école de trading BNG, d'accord? Donc vous avez un accompagnement derrière, vous avez un suivi de position, d'accord? Donc là, je pense que vous l'avez vu cette semaine. Vous avez aussi la chance d'avoir votre propre broker, c'est-à-dire que BNG a son propre broker, okay, qui est WEF to Market, d'accord? Et on a aussi plusieurs traders qui sont là pour vous à votre disposition, d'accord? On a Seb pour le scalping, on a Alex pour les trades en swing, d'accord? Donc sur les positions à long terme, et on a moi-même pour l'intraday, ok? Ensuite, donc, comme je disais, vous avez le suivi de position. Ça, je pense que dans les autres groupes, vous ne l'avez pas. Ok, vous n'avez pas un tel suivi. Et aussi, comme vous avez pu le voir, sur les signaux, on n'a qu'un seul TP et bien sûr le SL qui va avec. D'accord? Vous avez aussi le pourquoi du comment de la prise de la position grâce au graphique. Ok. Puis, vous assistez régulièrement au Zoom formation, d'accord? Puis, vous avez aussi dans votre espace membre, d'accord, BNG, plusieurs vidéos, d'accord? Donc ça, c'est pour ce qui concerne la partie BNG. Ensuite, on va passer directement à la mini-formation trading. Donc là, j'ai une question pour vous. Est-ce que dans ce Zoom, il y en a qui sont vraiment débutants de chez débutants en trading? Genre, vous ne savez même pas ce que c'est qu'un support, quoi. Est-ce qu'il y en a dans le Zoom? Si je n'ai pas de réponse, je considérerai la réponse comme un non. Donc, vous n'êtes pas d'une chance. Chance, non, tu plaisantes. Tu sais au moins ce que c'est. Max, ok. D'accord. Alors, ne levez pas la main. Levez-la plutôt à la fin, d'accord? Moi, j'ai peu de connaissances. Ok. Avant que je commence le Zoom formation. D'accord, c'est tout. Ok, j'ai ma réponse. Donc, je regarde encore une fois dans le chat. C'est quoi un graphique? Ok. Donc voilà, donc je vais commencer le petit Zoom formation. Donc on va déjà, commencer par le graphique. Donc là, ce que vous voyez, c'est tout simplement un graphique boursier. Donc là, d'une part, on est sur le Forex. D'accord, le Forex, c'est quoi? C'est le marché d'échange. D'accord, c'est une paire contre l'autre paire. Donc là, en l'occurrence, c'est l'euro USD. D'accord, donc c'est l'euro contre le dollar américain. D'accord. Donc ici, vous avez tout simplement à droite les prix et en bas ici à l'horizontale, vous avez la plage horaire, tout simplement. Donc le graphique que vous voyez ici est donc du coup en 1 heure. D'accord. Donc on a un time frame d'1 heure ici. Donc 1 heure, c'est quoi? C'est ici, on est sur un type de bougie. Le graphique est sur un type de bougie. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs types de graphiques. Vous avez les graphiques en barre, vous avez le graphique en bougie et vous avez le graphique en Nkanashi. D'accord? Puis après, vous avez le graphique linéaire. Donc, on a juste une ligne. D'accord? Donc, la bougie, donc, elle est représentée ici sous cette forme.
OK. Hop. Donc, je vais zoomer. Et donc, vu qu'on est sur un time frame d'une heure, une bougie représente 1 heure du cours du temps. D'accord? Donc, la bougie rouge, c'est une bougie baissière. D'accord? Et la bougie bleue, verte, c'est une bougie haussière. D'accord? Donc, durant cette période d'une heure, par exemple, sur cette bougie ici, donc le cours a ouvert ici et s'est clôturé ici. D'accord? Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle l'ombre de la bougie ou la mèche. Ça veut dire que le marché est venu atteindre ce niveau de prix avant de se retourner, d'accord, et de clôturer ici. Donc, le plat que vous voyez ici, c'est l'ouverture, parce qu'on est précédé d'une bougie baissière. Donc, on a clôturé ici, on a rouvert ici, on est venu chercher ce niveau de prix avant de clôturer ici. Donc, le plat de la bougie, c'est la fermeture. À l'inverse, ici, pour une bougie haussière, donc là, on est venu ouvrir ici, on est venu voyager jusqu'à cette zone de prix avant de clôturer ici. D'accord? Donc là, je fais vraiment rapidement. Sachez que vous pouvez trouver donc ces explications plus en détail dans votre espace membre. Et voilà, vous avez les vidéos euh, sur l'explication complète des chandeliers japonais, donc les bougies. OK? Donc voilà pour ce qui est l'explication de la bougie. Ensuite, hop, le marché est tout simplement fait de fluctuations, donc du coup des fluctuations haussières et baissières. D'accord? On a des impulsions comme des corrections. Le marché ne va jamais en ligne droite. D'accord? Donc, pour vous expliquer brièvement les supports et les résistances. Donc, un support, c'est une zone de prix et ce n'est pas un prix fixe, d'accord? C'est une zone de prix où le marché va venir buter à plusieurs reprises avant de repartir à la hausse. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je vais peut-être me mettre sur du 15 minutes. Hop. Alors, je veux trouver un bel exemple. Pour faire cet exemple-là. Hop, voilà. Donc, je vais vous tracer une zone de support ici. Hop. C'est juste à titre d'exemple. C'est pas brillant, mais voilà. Donc là, c'est un support. Pourquoi? Parce que le marché, vous voyez, il vient buter ici. Donc du coup, sur cette zone de prix, mais ne veut pas casser cette zone. Donc du coup, une fois qu'on vient de taper cette zone, on repart à la hausse. D'accord? Donc ça, c'est un support. Et à l'inverse, la résistance, c'est quand le marché vient toucher tout simplement cette zone avant de repartir à la baisse. D'accord? Donc là, ici, cette zone ici, c'est une zone de résistance. Pourquoi? Parce que le marché vient tout simplement taper cette zone avant de repartir à la baisse. D'accord? Donc, pour vous simplifier la chose, je vais peut-être vous dessiner ici. Hop. Donc là, c'est un support. Hop. Et ici, c'est une résistance. Voilà. Donc, le support, son travail, c'est quoi? C'est d'empêcher que le prix aille plus bas que cette zone de prix. D'accord? Donc, à chaque fois que le marché arrive dans cette zone, et ben voilà. Donc, on repart à la hausse. On ne veut pas franchir cette zone. À l'inverse, la résistance, c'est quand le prix vient buter cette zone. Donc, du coup, on ne veut pas casser à la hausse. Donc, le marché repart à la baisse à chaque fois qu'on vient taper cette zone de prix. OK? Donc, ça, c'est le support et la résistance. Encore une fois, vous pouvez trouver cette vidéo avec des explications bien détaillées sur les zones de support et résistance dans votre espace membre. OK? Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle les lignes de tendance. Alors, les lignes de tendance, c'est quoi? C'est des supports et des résistances, d'accord? Mais en oblique. Donc, je m'explique, je vais essayer de trouver un exemple. Ici. Donc là, on a un support. Ici. Donc, une ligne de tendance qui nous sert de support. Vous voyez que le prix, à chaque fois qu'il vient rebondir dessus, on repart à la hausse. Une fois que c'est cassé, boum, ça pète à la baisse. D'accord?
Donc là c'est une ligne de tendance qui nous sert de support. À l'inverse, on a la ligne de tendance qui nous sert de résistance. Donc, par exemple, celle-ci. Vous voyez qu'à chaque fois que le prix vient toucher cette ligne de tendance, on repart à la baisse. OK? Donc ça, ce sont des supports résistance en oblique qu'on appelle des lignes de tendance. Alors, tac, tac, et tac. Voilà. Hop, et hop. Donc maintenant qu'on a vu le graphique, les bougies, les supports, les résistances, les lignes de tendance, moi, je peux vous donner quelques tips. Donc déjà, j'utilise le retracement de Fibonacci. Alors, le retracement de Fibonacci, encore une fois, vous pouvez trouver une vidéo qui explique en détail le fonctionnement de cet indicateur. D'accord. Donc moi, il me sert tout simplement à trouver des points de retracement ou tout simplement à me trouver des points d'objectif, d'accord, de TP. Donc pour trouver le retracement de Fibonacci, si vous utilisez la plateforme TradingView pour vos analyses, le retracement de Fibonacci se trouve tac tac tac. Non, ce n'est pas ici. J'ai fait ma barre de favoris. Donc voilà, ici, c'est troisième onglet. Vous cliquez ici là et vous allez le trouver ici, retracement de Fibonacci. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. D'accord. Donc, pour moi, sur le retracement de Fibonacci, donc là, les paramétrés à ma façon, mais les 4 niveaux les plus importants sont les 50%, les 61,8%, les 70 et les 79 pour des entrées optimales. D'accord? Donc, comment on trace un retracement de Fibonacci? C'est simple. Donc, il faut détecter tout simplement une tendance, une impulsion baissière. OK? Donc, je vais essayer de vous trouver un bel exemple sur du 1 heure. Tac. Alors, où est-ce que je peux vous trouver un bel exemple? Voilà, ici. Ici. Ah, ici, on a une belle impulsion baissière. D'accord? Ici, on a une belle impulsion baissière en 3 temps. Donc, ici, on a un mouvement impulsif. Vous voyez que le marché part fortement à la baisse avant de corriger. Donc, là, on a la correction du marché, puis répéter à la baisse. D'accord? Donc là, on a un mouvement en 3 temps. On prend ce mouvement, d'accord, pour tracer notre Fibonacci. Donc, comment on fait? Sur un mouvement baissier, on prend le point le plus haut et on glisse le retracement jusqu'au point le plus bas. D'accord? Et là, on a nos 4 niveaux de retracement qui se dessinent. Donc potentiellement, le marché peut retracer sur ces 4 niveaux de prix. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on est venu clôturer sur le 70%. Une fois qu'on a clôturé sur le 70%, vous voyez par vous-même, le marché repart à la baisse. D'accord? Donc ça peut vous servir de trouver tout simplement des points de renversement selon l'impulsion choisie. D'accord? Donc là, je vous montre sur les graphiques. Bon, là, c'est peut-être pas le meilleur exemple. D'accord? Mais on peut trouver des meilleurs exemples que ça. Sinon, je vous dessine. Je vous le dessine. C'est très simple. Hop. Imaginons, ici, on a une belle impulsion baissière. D'accord? Donc là, on a une impulsion baissière. Et on voit que le marché, tout simplement, retrace. Donc, pour trouver un point d'entrée, donc un point du coup de renversement, on prend notre Fibonacci et on prend le point le plus haut de l'impulsion jusqu'au point le plus bas, donc en l'occurrence ici, et on le trace. Et là, on va surveiller ces 4 niveaux Fibonacci. D'accord? Donc le marché va tout simplement retracer là, à titre d'exemple, sur le 61,8. On voit que le marché ne veut plus pousser à la hausse et on voit qu'il repart du coup à la baisse. Donc là, ce serait un très bon point d'entrée pour trader le retracement de Fibonacci. D'accord? Donc le marché a de fortes chances qu'il retrace et qu'il continue sa tendance principale, donc baissière, de cette impulsion. OK? Pour créer tout simplement un mouvement correctif, donc une impulsion, une correction pour une deuxième impulsion. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un mouvement en 3 temps.
Donc, voilà à quoi il me sert le Fibonacci. Donc, ça peut être aussi donc, en sens contraire pour une impulsion baissière. Hop. Plutôt haussière. Donc là, on a une impulsion haussière. OK. On voit que le marché retrace. Et donc, on prend le Fibonacci. Cette fois-ci, on le prend du point le plus bas vers le point le plus haut. D'accord. Et on a nos potentiels niveaux de retracement. D'accord. Donc, on attend que le marché nous montre où il veut retracer. Donc, encore une fois, on va prendre le niveau 61,8. D'accord. Et là, on voit que le marché, tout simplement, commence à partir à la hausse. Donc, petit tips, une fois que vous voyez qu'il a cassé les 50%, vous pouvez prendre position. D'accord. Et hop, voilà. Le marché retracera, donc continuera sur cette même impulsion. D'accord. Donc, grâce à ça, il y a une figure chartiste que j'aime trader et qui est quand même extrêmement puissante. C'est tout simplement la figure AB égale CD. Donc, ceux qui me connaissent et ceux qui sont déjà dans le groupe savent de quoi je parle. En fait, tout simplement, on a une impulsion du marché. On attend que le marché retrace sur le 61,8 du Fibo. Et en fait, notre objectif, à partir de ce moment-là, c'est que la jambe, la deuxième jambe, donc la jambe CD, soit la même que celle de AB. D'accord? Donc, pour ce faire, alors, tac. Pour ce faire, vous prenez cette impulsion. Si elle fait 100 pips, à partir du point C, vous devez avoir 100 pips comme objectif. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, en fait, on a une impulsion, on a une correction sur les 61,8 du Fibo. Et donc, l'objectif de ce trade, si vous rentrez en position, c'est que vous devez avoir exactement la même longueur que la jambe AB. Donc, si ici, vous avez 100 pips, à partir du point C, votre objectif est de 100 pips. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la figure en AB égale CD. Donc, je vais voir dans le chat pour voir si c'est clair pour vous pour le moment. Si je ne vais pas trop vite. Hop. Tac tac, le retest et pullback, analyse, on ne sait jamais, le marché a toujours. Oula, chance. Attends, laisse-moi finir. Ouais, merci Alex. C'est clair, c'est top. Ok, nickel. Alors, comment on sait quand ces zones sont cassées? Alors, comme l'a très bien dit Alex, après un donc je vais recommencer, j'aurais dû regarder avant. Donc là, la résistance, pour l'exemple de la résistance. Alors, tac, le crayon, il est là. Donc, le marché a du mal à casser cette résistance. On voit qu'à chaque fois qu'on arrive sur cette zone de prix, on repart à la baisse. Donc, une fois que cette zone est cassée, donc là, on pète la résistance. On attend que le marché vienne retester cette même zone. D'accord? Et cette fois-ci, la résistance n'est plus résistance, mais devient support, parce que le marché est au-dessus. Donc, on attend le retest, on attend d'autres confirmations, on voit que le marché veut repartir. Voilà, c'est tout. On prend l'achat. Pareil pour le support. Hop. Donc là, on va prendre l'exemple pour le support. Pareil, le marché bute à plusieurs reprises sur le support. Une fois que ce support est cassé, on attend le retest et là, ce support devient résistance. Le marché est en dessous, d'accord? Le support devient résistance, retest et là, le marché risquerait, enfin, il y a de fortes probabilités qu'il retrace à la baisse. D'accord? Est-ce que c'est compris? En fait, vous devez imaginer le support résistance comme un appartement, en fait. Comme un appartement. Donc, en gros, voilà, je vous dessine un appartement, vous avez le sol et vous avez le plafond. Ensuite, ce même plafond, chez le voisin d'au-dessus, c'est le sol. D'accord? Donc, le support ici, la résistance ici, pour ici, on est support. D'accord? Donc, le marché casse la résistance, on est support. Casse la résistance, on est support. Casse la résistance, on est support. D'accord? Est-ce que c'est clair?
Alors, je vais expliquer la phase de range, je vais en venir. Voilà, en dessous des 4, donc du dernier retracement, donc en dessous du 79. Ensuite, après, voilà, hein, c'est juste une petite formation. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais ça, c'est expliqué aussi dans les vidéos, dans votre espace membre. D'accord? Là, je fais juste un récap vite fait de toutes les formations qu'on a passées. OK? Alors, tac, j'ai effacé tout ça. Alors, il faut savoir que le marché, donc du coup, on a 3 types de phases. Donc, on a la phase donc baissière, d'accord? On a la phase haussière et on a la phase dite d'accumulation, d'accord? Donc, de range, ok? Donc, la phase baissière, c'est quand on a tout simplement des sommets de plus en plus bas avec des creux de plus en plus bas. La phase haussière, c'est quand on a des sommets de plus en plus hauts avec des creux de plus en plus hauts. OK? Et la phase de range, c'est quand tout simplement le marché stagne sur une zone de prix, donc est bloqué par une résistance et par un support. La phase baissière est bloquée par une ligne de tendance baissière qui fait office de résistance. Et la phase haussière, c'est quand le marché tout simplement vient buter sur une ligne de tendance qui fait office de support. D'accord? Donc, pour ne pas perdre de temps, je vous le dessine, je ne cherche pas dans les graphiques, mais le principal, c'est que vous avez capté la chose. OK? Donc, voilà. Donc, après, qu'est-ce que j'allais dire? De quoi j'allais parler? Donc, j'ai parlé aussi du Fibonacci. Hop. Voilà. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour les plus avancés. Donc, pour les débutants, les extrêmement débutants, est-ce que vous avez compris déjà les bases? Certes, j'étais vite, mais encore une fois, vous pouvez retrouver toutes les vidéos avec les explications en détail dans votre espace membre. Mais est-ce que pour le moment, vous avez compris? Est-ce que je n'ai pas été trop vite? Nickel, parfait. Donc je disais aussi, le Fibonacci me servait de trouver des points de retracement, mais il me sert aussi à trouver des points d'objectif. D'accord? Alors comment? Prenons par exemple cet exemple. Ici, on a une belle tendance haussière. D'accord? Donc le marché est venu tout simplement pour chercher des plus hauts. D'accord? Donc encore une fois, je vais peut-être vous dessiner. Alors, ça, c'est toujours embêtant. Et à chaque fois, je dois regarder dans le chat pour enlever. Ok, nickel. Donc, tac, tac, tac. Ouais, je vais peut-être essayer de trouver quand même un bel exemple sur les marchés. Voilà. Donc ici, on a ce qu'on appelle une phase haussière. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a des hauts de plus en plus hauts avec des bas de plus en plus hauts. D'accord? Donc, à la cassure donc, de cette structure de marché, on va essayer de trouver un point d'objectif. D'accord? Donc, le TP. Alors moi, comment je procède avec mon Fibonacci? Très simple. Je prends cette impulsion haussière, enfin ce mouvement haussier, et quand je vois que le prix, tout simplement, chute, et qu'on casse cette structure haussière et qu'on devient baissier, quand je rentre en position, tout simplement, je prends mon Fibo et je le trace du point le plus bas vers le point le plus haut. D'accord? Et le seul niveau du Fibonacci que je prends en tant que TP, c'est le 61,8. Très, très souvent. D'accord? Et là, en l'occurrence, bah, regardez, on est venu toucher le 61,8 avant de repartir à la hausse. D'accord? Sur cet exemple. OK? Donc, en gros, quand la structure du marché haussière est cassée, et du coup, j'ai un setup de vente, je trace mon Fibonacci sur le mouvement haussier, d'accord? Et mes niveaux de retracement me servent tout simplement d'objectif. Après, je ne prends pas que le 61,8, mais très souvent. Après, ce qu'il faut faire, c'est aussi, petite astuce, regarder dans le passé, parce que le passé vous montre ce que le marché peut faire dans le futur. D'accord? Donc là, en l'occurrence,
Hop, alors attendez. Hop, ça je supprime. Voilà, donc là en l'occurrence, regardez le niveau 61,8. Bah, dans le passé, il était support ici et résistance ici. D'accord? Donc c'est quand même une zone de prix assez travaillée. Donc il y a de fortes chances que le marché aille toucher cette zone. D'accord? Après, il aurait pu aussi aller toucher le 79. Pourquoi? Bah, regardez le 79. Si vous tracez un rectangle sur le 79 et que vous regardez dans le passé ce qui s'est passé, bah là, le 79 a servi de support et ici de résistance. Ensuite, on est venu casser cette résistance, reteste, et là, il nous servait de support. D'accord? Donc, regardez toujours ce qui s'est passé dans le passé. Ça peut vous donner des indications pour le futur. OK? Là, en l'occurrence, bah, le marché est venu taper les 61,8. Donc, cette zone, anciennement, support. OK? Donc, voilà pour le Fibonacci. Je pense que j'en ai terminé pour cet indicateur. Hop. Donc, j'ai parlé des structures du marché, support, résistance, les trois phases du marché, la bougie, enfin, le chandelier japonais. Ensuite, du coup, je devais vous parler. Alors, aussi, il y a une chose que vous devez savoir, c'est une question qui m'a été envoyée en privé. Il est tout à fait possible, alors attendez, d'être en négatif en termes de pips, mais être en positif en termes de gains. D'accord? Vous allez me dire comment, mais je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce monde du trading, on ne parle jamais en pips. Alors, si vous avez des canaux de signaux où ils vous vantent qu'ils ont fait 3000 ou 4000 pips par mois, en gros, on s'en fiche. On s'en fiche. C'est pas ce qui ramène l'argent. D'accord? Si vous avez un money management strict et que vous risquez 1% sur chaque position, moi je vous garantis que c'est pas parce que vous avez 3000 pips ou 4000 pips que vous avez fait 3000 ou 4000 euros. D'accord? On peut très bien être négatif en termes enfin, positif en termes de pips et être négatif en termes de gains. Alors, je vais vous expliquer, j'avais déjà préparé l'exemple. Hop, hop, et hop. Voilà. Regardez ici, j'ai pris 3 positions sur le GBP JPY. D'accord? Donc, j'ai risqué 1% sur chaque position. Donc ici, regardez, j'ai perdu 1%, soit 50 pips. D'accord? OK? Donc là, je suis en perte de 1% et je suis en perte en nombre de pips de 50 pips. D'accord? Sur cette position, j'ai risqué 1% encore. Je l'ai perdu, j'ai touché le SL. Donc là, j'ai perdu 130 pips et j'ai perdu 1%. Donc ce qui nous fait en gros donc 2% de perte et 180 pertes de pips. D'accord? Maintenant, sur ma troisième position, j'ai risqué 1% toujours, mais là, cette fois-ci, j'ai gagné 130 pips. Et sur cette position, vous pouvez le voir, j'ai gagné 3,74% en termes de bénéfices. Donc, si vous vous additionnez tout, bah, je suis en perte de 50 pips, mais je suis en gain de 1,74%. Donc là, j'ai une évolution de capital de 1,74% de mon compte, mais en termes de pips, je suis à 50 pips. Donc là, je vous montre que les pips, ça ne veut strictement rien dire. Surtout quand on risque 1% de notre capital. Donc quand on adopte un money management strict, d'accord? Maintenant, si vous appliquez le money management voilà, si vous avez tel capital, vous risquez tel lot. Le truc que je ne recommande pas du tout, d'accord? Donc vous avez peut-être dû voir ça. Donc des traders, ça se fait. Je vais vous expliquer pourquoi ça peut se faire, mais je ne le conseille pas. Donc voilà, vous avez 200 euros de capital, vous risquez un lot de 0,01 sur chaque position. Donc vous avez un capital de 500 euros, vous risquez 0,05 sur chaque position. Pourquoi je ne le conseille pas? Très simple, si vous avez un capital de 500 euros et que vous risquez
tout simplement, donc ils disent entre 0,5 et 0,10 en lot. Bah voilà, il vous envoie une position et la position fait 100 pips de SL. Vous avez risqué 0,10, donc comme son money management, en termes de lot. Vous êtes bien d'accord que si vous touchez le SL, vous perdez plus que 1% de votre capital. D'accord? Et si vous fonctionnez comme ça, maintenant on va reprendre l'exemple. Bah ici, si vous avez tradé 1 euro du point, bah là vous perdez 50 euros. Ici, vous perdez 130 euros, mais là, vous gagnez 130 euros. Donc, en gros, vous avez perdu 50 euros. Alors que la personne qui suit son money management et qui risque 1% de son capital, bah, elle est en positif de 1,74% sur ces trois positions. Et ça peut être l'inverse. Hein. On peut être positif en termes de pips et être négatif en termes de gains. Ça fonctionne dans les deux sens. C'est pour ça que, voilà, dans le monde de la finance, on ne parle jamais de pips, mais plutôt de pourcentage. Ok. Après, vous avez peut-être dû voir des signaux avec plusieurs TP. Ok. Donc, on vous envoie un signal avec 100 pips de SL. Ok. Et on vous envoie un TP1 à 20 pips. Et ça, je suis certain que vous avez déjà vu ça. Un TP2 à 50 pips. Et un TP3 à 100 pips. Et on vous dit d'envoyer trois positions. Alors, une position avec le TP1, une position avec le TP2, une position avec le TP3. Dites-moi dans le chat si vous avez déjà vu ça. Je suis certain que oui. Tous les services, voilà, exactement. Exactement. Voilà. Alors ça, c'est la plus grosse arnaque. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, et ça aussi, vous allez être d'accord, dans leur bilan, quand ils touchent un SL, ils mettent qu'une fois 100 pips. Alors que vous avez envoyé trois positions. Donc, ce n'est pas 100 pips, mais 300 pips de perte sur la position. OK? C'est véridique. Parce que quand ils touchent le TP1, ils mettent plus 20 pips. Quand ils touchent le TP2, ils mettent plus 50 pips. Et quand ils touchent le TP3, ils mettent plus 100 pips. Et au total, ils mettent plus 170 pips. Oui, mais quand tu touches le SL, tu touches trois fois le SL. Donc ne dis pas moins 100 pips, mais dis plutôt moins 300 pips. Est-ce que vous avez déjà vu ça aussi? Dites-moi dans le chat. Voilà, un trafic de bilan, exactement. Voilà. Et ben, quand vous voyez ce genre de choses, fuyez, fuyez, fuyez. Et regardez, il y a une chose très très simple aussi où ça tape aux yeux, même si vous envoyez qu'une position. Le SL, il est de 100 pips, le TP3, il est de 100 pips. Le ratio risque, il est seulement de 1 sur 1. C'est pas bon. D'accord? C'est pas bon. On peut avoir des ratios risques de 1 sur 1 quand on a une très bonne stratégie. D'ailleurs, je pense qu'Alex fait ceci pour ses swings. Mais c'est pas bon, c'est pas recommandé du tout. Alors du coup, ici, bah, vous perdez, admettons que vous tradez à 1 euro le point. Donc ici, vous perdez, on va dire, ou alors on va mettre 30, on va parler comme ça, on va mettre 30 euros. D'accord, on va pas. Ici, vous perdez 30 euros. Pourquoi? Parce que vous avez sur vos trois positions touché le SL. Donc 3 fois 100, 100 pips, d'accord? Donc vous êtes à 0,10 en lot. Vous perdez 30 euros. Admettons, vous gagnez ici. Donc ici, vous gagnez 2 euros. Ici, vous gagnez 5 euros. Rien que pour toucher le TP2, déjà, vous gagnez que 7 euros pour risquer 30 euros. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le ratio risque n'est pas du tout correct. Et si vous touchez le TP3, ben vous gagnez 10 euros. Alors, vous gagnez sur la totale position 17 euros pour perdre tout simplement 30 euros. Le ratio risque n'est pas bon. Parce que vous allez envoyer trois positions avec le même lot, on est d'accord? Donc, si vous envoyez une position pour le TP1 avec un lot de 0,10, là, bah, vous gagnez 2 euros. L'autre position, vous touchez le TP2, bah, là, vous gagnez tout simplement 5 euros. Et si vous touchez le TP3, bah, vous gagnez 10 euros. Donc, si vous cumulez les trois, sur la totale position, vous avez gagné 17 euros. Mais derrière, il faut regarder le risque. Si vous touchez le SL, ben vous perdez 3 euros, 30 euros.
Donc, il y a quelque chose d'incohérent. D'accord? Le ratio risque n'est pas bon. Mais sachez bien, voilà, c'est pour ça aussi que je vous dis, voilà pourquoi vous êtes au bon endroit. Exactement, Alex. Voilà, exactement. C'est pour ça que la personne qui utilise le ratio risque 1 sur 1, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Hein. Mais s'il le fait, c'est qu'il a une stratégie en béton. C'est que sa stratégie fonctionne à 80% du temps. D'accord? Si c'est une stratégie qui fonctionne à 50% ou à 40% du temps, ben, ce n'est pas bon du tout. Donc j'essaye de lire en même temps. Voilà, c'est carrément mieux un TP et un SL. Exactement. Et en plus, si on a un suivi derrière. Donc, est-ce que vous avez compris donc le système, donc le terme PIPS déjà, bah, les bilans PIPS, pourquoi faut pas c'est simple, hein, vous regardez le bilan, on a fait 360, je ne sais plus combien on a fait de PIPS cette semaine, j'ai tac tac 300, on a fait 319 PIPS, d'accord? Et regardez pourtant l'évolution du capital, elle est de 12%, en risquant 1% sur chaque position cette semaine. D'accord? Donc on aurait pu être négatif en termes de pips, mais être positif en termes de rendement, d'évolution de capital. Ok? Donc est-ce que vous avez compris pourquoi il faut éviter ce genre de choses et quand même risquer 1% de sa position en ayant un modèle de management strict et en respectant le ratio risque. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous éviter quelques douilles. Parce que je sais que bah, ce genre de système est appliqué partout. Partout, partout, partout. Mais malheureusement, les gens ne voient pas la chose comme ça. Tac, je supprime tout. Voilà. Tac, 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 tac. Donc là, c'est un bel exemple, mais il y en a d'autres, hein, d'accord? Donc vous voyez que si vous avez un... Et c'est pour ça aussi, hein, bah après vous allez me dire, mais Loïc, comment veux-tu qu'on calcule 1% de notre capital si on n'a que 200 euros de capital? On ne peut pas, parce que le lot sera toujours le même. Que tu mettes 50 pips ou 40 pips ou 60 pips, si on a 200 voire 300 euros de capital, on ne peut pas mettre 1%. Il va toujours nous donner le plus petit lot. Oui, et ben c'est pour ça aussi qu'on dit que le trading il n'est pas fait pour les petits capitaux, tout simplement. Moi, le capital que je recommande pour commencer dans le trading, et surtout quand vous faites du copier-coller, c'est 1000 euros. En moins, vous pouvez vous servir de la calculatrice Forex et risquer que 1% sur chaque position, voire même 500 euros. 500 euros peut toujours faire parce que mes SL ne sont pas énormes. D'accord? Mais avec 200 euros, c'est sûr que vous prenez tout le temps le même lot et du coup, vous retombez sur le bilan PIPS. Donc, si on est négatif en termes de PIPS, vous serez négatif en termes de gains. Tout simplement. Oui, 500 euros. Ouais, ouais. Voilà, 500 euros, c'est faisable parce que j'ai des petits SL. Exactement. C'est faisable. OK. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, maintenant, tant qu'on est encore dans la partie formation, est-ce que vous avez des questions trading? Je dis bien trading. Hein. On ne parle pas de la fiscalité maintenant encore. Donc là, tant qu'on est sur la partie formation, parce que peut-être que j'ai oublié quelque chose. Ok, nickel. Encore une fois, allez visionner les vidéos, même sur la chaîne YouTube. Hein. On a une chaîne YouTube BNJ Invest. Allez visionner les vidéos, vous allez apprendre pas mal de choses. Bon, Kevin, franchement, comment dire? Comment t'expliquer ça? 3% déjà, même si j'ai 10 000 euros, je ne le ferai pas. Franchement, les 3%, je ne les ferai pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Il ne faut pas avoir d'essai de confiance. C'est vrai qu'en ce moment, depuis même le mois de décembre, on enchaîne les bons trades. Mais si tu as 1000 euros
Tu risques 3%, on n'est pas à l'abri de faire une petite série de pertes. D'accord? Et quand tu vas avoir tes séries de pertes, du coup, tu vas vouloir diminuer ton risque. Et du coup, pour récupérer tes pertes, ça va être très long. Donc, et quand même, 1% de risque est le plus grand, enfin le maximum 2%. Pourquoi? Parce que si, regarde, je prends cet exemple, je t'envoie une position. Ici, ça fait un SL de 134 pips, on risque 1%. Il peut m'arriver de déplacer le SL parce que le 1%, c'est le minimum et le maximum, c'est 2%. Donc, j'ai le droit de décaler mon SL à 2%, soit le double de mon SL précédent. D'accord? Parce que je pense que mon setup est toujours validé et du coup, j'enlève mon SL et je le place au-dessus. Donc, certes, je risque un peu plus, mais mon maximum, c'est 2%. Donc, je ne dépasserai pas les 2%. D'accord? Ça m'arrive de faire ça. Si toi, tu mets 3% et que je viendrai à faire ça, ben, tu vas doubler ton risque. Et du coup, sur une position, tu vas risquer peut-être 6%. Alors que moi, ben, je risque même pas 2%. D'accord? Donc, c'est pour ça que je mets en priorité 1%. Mon maximum, je sais que c'est 2%. Mais si le marchand décide autrement et que je pense que mon setup est toujours valide, ben, je peux me permettre de déplacer mon SL en fonction de mes 2% de risque. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop gourmand. Ouais, 1%. 1%. Franchement, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut respecter le processus. Respecter le processus. Euh, le but en trading, c'est de garder son capital avant tout et pas faire de l'argent. Ça paraît idiot, mais c'est d'abord préserver son capital avant de pouvoir penser à faire de l'argent. Oui, Evan. Ça dépend de ton capital. Donc oui, pour 1000 euros, c'est 10 euros de perte, 1%. En partant de 1000 euros. Ok. Donc voilà. Donc, au niveau du money management et du risque, est-ce que vous avez compris? Parce que c'est la chose la plus importante qu'il faut savoir et qu'il faut maîtriser dans le trading. Tracer, tout le monde sait tracer. Hein. Tout le monde sait tracer des lignes de tendance, de support. Enfin, il faut quand même un peu de formation, mais bon, c'est pas ça le plus dur. D'accord? Parfait. Ok, nickel. Nickel, nickel. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions concernant le trading? Est-ce que c'est clair pour les débutants pour le moment? Ok, tout est clair. Okay. Tout est clair. Impatient de connaître la suite. Ok, nickel. Nickel. Donc là, je vous ai parlé vraiment des bases, donc des choses quand même qu'il faut savoir et qu'il faut maîtriser. Donc, regardez ici, j'ai un exemple aussi. Donc on va reparler un petit peu du Fibonacci parce que c'est l'indicateur avec lequel, dans lequel j'utilise le plus dans mon trading. Je prime ça, ça, ça. Vous avez vu ici cette impulsion haussière. Donc là, c'est très net. C'est une belle impulsion haussière. On a ce genre de double top. Donc ça, c'est une figure chartiste qui est représentée par un M. Et le double bottom, c'est cette figure qui est représentée par un W. C'est l'inverse. Okay, donc là, on a une belle impulsion haussière. On a un double bottom. Alors, regardez, cet objectif ici, on aurait pu le prendre. Et on aurait même pu prendre ici un point d'entrée. Pourquoi? Parce que si je trace mon Fibonacci, dans cette impulsion haussière, donc pour une impulsion haussière, rappelez-vous, c'est du point le plus bas vers le point le plus haut. Bah, regardez, le marché pile poil sur le 61,8. Je l'ai vu à vue d'œil. Je l'ai vu, regardez. Alors, attendez, je vais bien le tracer. Tac. Voilà. Regardez sur le 61,8. OK. Donc là, déjà, ça aurait pu nous servir d'objectif. Donc si on serait rentré en vente ici à la cassure de la ligne de coup, parce qu'il faut savoir qu'un double top, ça se trade à la cassure de la ligne de coup. Et la ligne de coup, c'est quoi? C'est ici, c'est le creux du M. D'accord? Donc ici, il est représenté ici.
Donc, on casse cette ligne de coup, on a un retest, on rentre en position et notre target, il est sur les 61,8 du Fibo. Parfait, TP. Et là, on peut re-rentrer en position si on casse le niveau 50 du Fibonacci, en l'occurrence ici. On a retest, on rentre en position d'achat et on va chercher du profit. OK? C'est pour ça que je vous dis, le Fibonacci, quand on sait le maîtriser, et d'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder la vidéo qui est dans votre espace membre sur les Fibonacci. C'est quand même quelque chose, et Alex peut vous en dire quelque chose, c'est quand même quelque chose de très fort sur le plan technique. OK. Tac, j'efface tout. Voilà. Tac. Donc en fait, il n'y a pas besoin de... Pour vos analyses, on va parler un peu d'analyse technique. Vraiment, pour trouver des points d'entrée, ce qu'il vous faut, c'est la tendance de fond. Comment on voit une tendance de fond? On se met sur le time frame le plus élevé. Moi, je conseille quand même le 4 heures et on regarde le marché, comment il se comporte. Donc là, il se comporte à la hausse. Donc, il est plutôt haussier. D'accord? OK, on a notre tendance de fond, on est haussier. Donc, on va essayer de trouver des points d'achat. D'accord? Parce qu'on doit suivre la tendance. Donc, on se rend sur du 1 heure. Tac. Donc, je supprime tous les dessins. Ça, j'ai plus besoin. Voilà, sur du 1 heure, on regarde où est-ce qu'on est. On regarde le comportement du marché. Voilà, on a des fluctuations ici, donc haussières. Ici, on a une correction, une impulsion haussière. On a toujours une correction, mais on ne casse pas le dernier sommet. Donc, la structure est toujours haussière. On repart à la hausse. Là, on a une petite impulsion baissière. On repart à la hausse. Donc là, on est vraiment sur des mouvements haussiers. OK? Ensuite, alors attendez, tac. Là, je supprime tout. Ah, mais à chaque fois, je dois lire vos messages. Hop. Alors, supprimer le message. Tac. Donc, on a vu sur du 4 heures qu'on était haussier, sur du 1 heure qu'on était haussier. Donc, maintenant, pour trouver un bon point d'entrée, je vous conseille le 15 minutes. Et là, c'est là et seulement là qu'on fait tout simplement nos analyses. Donc, après, ça dépend de votre type de trading. Moi, j'aime casser les lignes de tendance. D'accord? J'aime les cassures aussi de tendance. Donc là, à titre d'exemple, vraiment pour vous montrer, on cherche des points d'achat, comme on a dit, sur du 4 heures. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà, les enfants. Hop. Donc, admettons, je vais venir ici. Tac. Voilà. Bon, ici. OK. Voilà. Donc là, je cherche un point d'achat. OK. Je vois ici qu'on a une belle impulsion haussière. On n'oublie pas, on cherche que des entrées à l'achat. Tendance de fond haussière, que de l'achat. On voit que là, le marché se consolide. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trace nos différentes zones de support et de résistance ou alors nos lignes de tendance. Donc, j'ai une ligne de tendance ici qui me sert de support. OK. Et j'en ai une autre ici qui me sert de résistance. Bon, elle n'est pas très belle, mais on peut la dessiner comme ceci, avec une fausse cassure ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend la cassure, tout simplement, de la ligne de tendance. OK? Donc, à la baisse ou à la hausse. Mais n'oublions pas, on est sur une tendance haussière, on cherche que des points d'achat. D'accord? Ici, on a une petite zone ici de résistance. Donc, avant de rentrer en position, on attend tout simplement la cassure de cette ligne de tendance et la cassure de cette résistance. OK? Donc, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, bah, du coup, je voulais vous montrer le replay. Hop, bah, c'est pas grave. Donc ici, on est venu casser la ligne de tendance. On est venu casser la résistance et on a eu un retest. Sur ce retest, on peut tout simplement tenter une position à l'achat. Donc, avec un SL en dessous du dernier plus bas et un ratio risque de 2 ou 3. D'accord? On va prendre l'exemple du 3. Tac. Puis vous voyez qu'on a touché le TP. D'accord? Donc ensuite, pour vos objectifs, alors d'abord et avant toute chose, on place son SL. D'accord? Pour faire en sorte que si le SL est touché, bah, le plan haussier est invalidé. Donc le marché va certainement retracer à la baisse. Donc là,
En l'occurrence, quand on place un SL, on regarde déjà les derniers plus bas, le dernier creux. En l'occurrence, il est ici. Tac, il est ici. Donc, on place ce SL un tout petit peu en dessous, parce qu'on peut venir mécher sur ces zones et puis repartir à la hausse. Okay, une fois qu'on a notre SL, bah, soit on prend un ratio risque de 3, d'accord, donc on risque 1% pour gagner 3, donc on risque 15 pips pour gagner 45, 47 là, pour l'exemple, d'accord. Ou alors, bah, on trouve tout simplement des parts d'objectifs selon les prix. Donc, on va chercher des prix institutionnels, donc des prix ronds, comme là, ici, les 141,50, enfin, c'était plus haut, ou tout simplement les 141 ou autre. Mais il faut regarder toujours son ratio risque. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas un ratio risque de 3. Donc là, le setup a été validé. Donc, on est venu casser la ligne de tendance qui nous servait de résistance. On est venu casser cette zone de résistance. On a eu le retest qu'on attendait. Là, on rentre en position à l'achat. Bon, vous pouvez aussi vous servir de d'autres confirmations comme les moyennes mobiles ou un RSI ou autre, mais ce n'est pas le sujet. Et puis, c'est tout. Vous rentrez en position et vous prenez vos gains. Donc là, en l'occurrence, ça fonctionnait. D'accord? Je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre énormément, parce que j'en ai vu, hein, d'indicateurs sur vos graphiques. Ça pollue votre graphique, ça pollue la visibilité, et du coup, bah, c'est moche. C'est moche, c'est pas clair, c'est pas fluide, donc du coup, c'est moche. Ok? Donc moi, franchement, je vous recommande vraiment les RST, résistance, support, trendline, dans un premier temps. Ensuite, prenez vos confirmations avec les moyennes mobiles, avec du RSI, mais pas avec des indicateurs qui vous disent d'acheter ou de vendre, etc. D'accord? Alors, quels indicateurs tu recommandes pour les débutants? Aucun. Pas d'indicateur. Ne faites pas cette connerie. Habituez-vous directement avec les bonnes choses. Et les bonnes choses, ce sont quoi? Ce sont les supports, les résistances, les lignes de tendance et le Fibonacci. Ensuite, vous pouvez utiliser des moyennes mobiles pour voir la tendance de fond en un coup d'œil. Donc, celle que je vous recommande, c'est la moyenne mobile exponentielle 50 périodes, d'accord, ou en lycée. Donc, c'est celle-ci. Donc là, en l'occurrence, pour notre setup, on était au-dessus, donc on était bien, d'accord. Et aussi, pour voir la tendance de fond en un coup d'œil, la moyenne mobile exponentielle 200. 200 périodes, ok. Elle vous permet, donc c'est là, la violette, ici, là, elle vous permet de voir en un coup d'œil la tendance de fond. Donc là, on était haussier. D'accord? Quand le marché est au-dessus de cette moyenne mobile, on est haussier. Quand on est en dessous, on est baissier. D'accord? Donc ça peut être ajouté pour vos confirmations supplémentaires lors d'une prise de position. Donc moyenne mobile lycée 50 périodes et moyenne mobile exponentielle 200 périodes. Ensuite, vous pouvez utiliser le RSI. D'accord? Regardez si on est rentré ici. Hop, alors je vais vous montrer un exemple. Comment utiliser le RSI. Donc on rentre ici. Donc je fais une ligne. Vous voyez ici le RSI en bas. Regardez. Si vous refaites la même chose sur le graphique, regardez. On est venu casser la ligne de tendance avec le RSI. Il nous l'a déjà anticipé bien avant. Vous voyez, donc là on est sur un momentum haussier. Le momentum baissier ici, il a été cassé. Et en plus, le milieu de cet oscillateur, c'est le niveau 50. On est au-dessus du niveau 50. Donc quand le RSI est au niveau du niveau 50, le marché est haussier. Quand il est en dessous, le marché est probablement baissier. Mais ajoutez ça avec votre moyenne mobile exponentielle 200. D'accord? Donc là, en l'occurrence, sur cet exemple, quand on est rentré en position, le RSI était sur un momentum haussier parce qu'on a cassé sa ligne de tendance qui était délimitée ici par les sommets de cette résistance. Et on était au-dessus du niveau 50. Et en plus, ici, le marché était au-dessus de la moyenne mobile de 100 et au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc, c'est 3 confirmations en plus par rapport à votre analyse du price action ici. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, le RSI, en fait, il va vous montrer tout simplement le momentum du marché et il peut aussi vous servir de divergence par rapport au prix. D'accord? Donc, si on est au-dessus du niveau 50 du RSI, on est haussier. Si on est en dessous, on est baissier. Ensuite, amusez-vous à tracer des trades sur votre RSI pour voir s'il y a des cassures. Parce qu'en l'occurrence, cette cassure a eu lieu ici.
Mais regardez, si vous regardez sur le graphique, on est toujours dans la zone de compression. Donc, il nous l'a un peu montré qu'on allait être haussier. D'accord? Donc après, pour ce qui est des divergences, est-ce que j'ai un exemple? Oui, regardez. Regardez. Donc, on prend ce creux ici et on prend ce creux ici. Donc, sur le graphique, sur les relis, on est baissier. Sur les relis, sur le RSI, on est haussier. Donc là, le RSI vous indique qu'on va bientôt être dans un mouvement haussier. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez la hausse du marché par la suite. Donc là, on a une divergence haussière. D'accord? Par rapport au RSI. Donc si vous prenez les deux derniers creux, ici on est baissier. Et si vous regardez le RSI, on est haussier. Donc le RSI vous dit, vous informe que le momentum du marché va être haussier. Donc ensuite, vous ne rentrez pas uniquement ici. Hein, donc vous ne rentrez pas en position ici. Attendez d'avoir vos confirmations. Donc là, regardez, si vous tracez une trade, on casse la trade, on est au-dessus de la moyenne mobile 50. C'est tout, on peut prendre une position à l'achat. Mais faire attention, être très prudent et sécuriser assez vite parce qu'on est toujours en dessous de la moyenne mobile de 100. Mais une fois qu'on a cassé la moyenne mobile de 100, bah là, vous pouvez prendre une position à l'achat. D'accord? Ce sont que des exemples. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris pour ce qui est du RSI et de l'analyse technique pure et dure, sans indicateur? Pas de problème. En fait, une divergence, c'est tout simplement, donc comment t'expliquer ça dans le plus simple langage? C'est tout simplement l'inversion du marché par rapport au RSI. D'accord? Donc regarde, le marché nous indique ici par ces deux creux qu'on est baissier. Sur les relis, on est baissier, d'accord? Le RSI sur relie donc les deux creux, donc en l'occurrence ici et ici, bah, il est haussier. Donc là, ton RSI t'informe que ton marché risquerait de partir à la hausse. Ça peut être aussi dans le sens inverse. Hein. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Alors ça, je n'avais pas prévu de le faire, mais bon, je vais... Bon, regardez, ici, on en a encore un haussier. Regardez, ce creux-là, il est baissier. Et si vous prenez ces deux mêmes creux au RSI, il est haussier. Vous voyez ici? Donc là, on a encore une divergence haussière. Ici, on est haussier. Regardez, ce creux-là, tac, et ce creux-là, tac. Regardez sur le RSI, sur le graphique. On est baissier ici, on est haussier ici. Donc là, le RSI nous informe que, tout simplement, il va y avoir un changement de tendance. Le momentum va être haussier. Regardez ce qui se passe par la suite. C'est ce qui s'est passé. D'accord? Donc, pour ce qui est de la baisse du marché, bah, j'ai un exemple ici. Regardez ce creux-là, ici. Tac. Et ce creux-là, enfin, ce sommet ici. Pas des creux, mais des sommets. Donc, sur les relis, sur le RSI, on est baissier. D'accord? Si là, sur le graphique, sur les relis, on est haussier. Donc maintenant, je peux supprimer ça. Et je peux supprimer ça. Regardez ce qui se passe par la suite. Divergence baissière, bah, le marché part à la baisse. Parce que le RSI nous a indiqué que le momentum risquerait d'être baissier. Ensuite, vous ajoutez à ça bah, une ligne de tendance ici sur votre RSI. Regardez, on casse le RSI. Ici, on a un double top. On casse la ligne de coût. On casse la moyenne mobile. On peut prendre position à la vente. Avec comme objectif, pourquoi pas la moyenne mobile de 100. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est ça, Nicolas. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok, nickel. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez beaucoup de traders utiliser le RSI. Ils vous informent vraiment du momentum à venir, même du momentum présent. D'accord? Donc moi, je regarde aussi le RSI dans des périodes de compression. Donc je ne sais pas si je vais vous... Alors je vais tout supprimer.
Je ne sais pas si je vais vous trouver un exemple. J'adore faire ça. Alors, tac. Alors, est-ce que j'ai... Alors, ça va être difficile de trouver un exemple. Ouais, donc ça va être difficile. J'aurais pas d'exemple. Enfin bref, je vais peut-être vous le dessiner. En fait, lors bon, là, on va dire qu'on a une impulsion du marché, puis que là, on a une tendance baissière. Et du coup, on a une trade ici. Non, je ne vais pas faire comme ça va être plus simple. Tac, tac, tac. Tout supprimer. Donc en gros, on a une impulsion et on a le marché qui essaie d'aller vers le bas, mais sans pour autant casser cette zone ici. D'accord. Donc on a un support et on a une ligne de tendance ici qui nous sert de résistance. Donc là, on est dans une zone de compression. Pourquoi? Parce que le prix n'arrive pas à casser cette zone de support, mais est poussé tout simplement vers le bas. Donc ici, on a une zone de compression et j'adore voir ce genre de mouvement avec un RSI, tout simplement, qui nous crée un momentum haussier. Je suis sûr à 80 voire 90% que si on casse la ligne de tendance et qu'on a retest sur le dernier sommet, là, je peux prendre la position à l'achat. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est mon RSI en bas. D'accord? Donc en gros, si on a une zone de compression du marché, donc on est buté sur, on bute sur un support et on bute sur une ligne de tendance baissière qui nous sert de résistance, et qu'on a un RSI qui part à la hausse, donc si on casse la ligne de tendance et qu'on reteste sur le dernier sommet, là, je peux prendre position à l'achat. Je suis pratiquement certain que le marché va partir à la hausse. Pareil pour le sens inverse. Hein. Donc, on est ici, hop, on bute sur une résistance, tac, tac. Donc, je vais tracer résistance, hop. J'ai mal fait le dessin. On va faire comme ça, tac, hop. Je supprime ça, voilà. Donc le marché est baissier. Là, on bute sur la résistance. On veut partir à la hausse, mais on bute sur la résistance. Là, j'attends la cassure et j'ai un RSI en fait qui est baissier. Je suis certain que si on casse la ligne de tendance et qu'on reteste sur le dernier plus haut, on va partir chercher les plus bas. Est-ce que vous avez compris? Parce que c'est dur de trouver un exemple sur le graphique. Ultra clair. Nickel. Nickel. Donc ça, j'aime bien trader ça parce que voilà, lors des zones de compression, donc une zone de compression, on est limité par un support, une résistance avec une ligne de tendance qui nous fait office de support ou de résistance. J'aime bien regarder mon RSI pour voir, vous voyez si on a ce mouvement-là, ce mouvement haussier. Lors de ce mouvement graphiquement, donc du coup on bute sur un support et sur une trade, du moment où on casse la ligne de tendance et que je vois que mon RSI est comme ça, donc il est sur un momentum haussier, là je suis certain que le marché va repartir à la hausse. Ça peut aussi vous servir de confirmation. Ok. Après, il y a tout plein de stratégies, il y a tout plein de techniques, mais moi, ça reste quand même les lignes de tendance, les résistances, les cassures, les zones institutionnelles, les Fibo. Et après, seulement après, je regarde mes moyennes mobiles et je regarde mon RSI. Ça me sert simplement de confirmation supplémentaire quand je rentre en position. D'accord. Tac, ici. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ah bah voilà, maintenant tu sais, Nicolas. Tu déconseilles le trading range. Il y a des stratégies. Il y a des stratégies de trading range, surtout sur les paires GBP-USD et Euro-USD, mais ouais, je déconseille pas, mais après, c'est chacun son style de trading. D'accord. Après,
la stratégie la plus simple, c'est qu'on attend dans un range que la résistance est cassée et on prend l'achat, ou alors le support est cassé et on prend la vente. Mais il faut ajouter à ça d'autres confirmations, bien sûr. Sinon, ce serait beaucoup très simple. D'accord? On peut avoir des fausses cassures. On peut avoir une résistance, un support. On peut avoir ça, cette cassure de cette résistance. Du coup, on prend l'achat. Puis le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il repart dans son range. Pareil à la vente. Donc, on peut avoir une cassure à la baisse, mais après, il repart dans son range. D'accord? On peut avoir des fausses cassures. Donc, c'est pas le top. Il y en a même qui déconseillent les cassures de trendline, mais pour moi, ça fonctionne parce que j'ai quand même une stratégie en béton et j'ai des confirmations qui sont vraiment, voilà, qui m'offrent un bon ratio risque. Ouais, d'ailleurs, c'est Alex, voilà, il vous le dit. Hamza, salut. Voilà, donc maintenant, je pense que pour la partie formation, c'est terminé. On va parler fiscalité. Donc, il y a eu beaucoup de questions. Je vais parler, donc je vais répondre à certaines questions que j'ai vues. Et ensuite, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser juste après que j'ai fini avec cette partie. D'accord? Donc, j'avais tout noté quelque part. Tac. Voilà. Donc, on avait demandé dans le chat comment déclarer au niveau des impôts ces gains en trading. Alors, si votre broker est français, il faut tout simplement lui demander la fiche IFU. Alors, c'est quoi cette fiche IFU? En fait, ça va être tout simplement une fiche où il va y avoir tous vos gains et vos pertes, donc du coup, gagnés en trading. D'accord? Ou alors, vous avez une autre possibilité. Vous pouvez le remplir directement sur votre feuille d'imposition. D'accord? Donc, c'est sur les cases 3VG pour vos gains et déclarer aussi vos pertes. Je vais vous expliquer pourquoi. Je crois que c'est dans la case 3VH. Pourquoi? Parce que vos pertes sont étalées sur 10 ans et elles seront cumulées avec vos gains. D'accord? Donc, déclarer ces pertes, c'est bien, je trouve. Mais voilà, je sais que c'est étalé sur 10 années. Donc, c'est le formulaire CMV où vous pouvez tout simplement déduire de vos gains vos pertes. OK? Donc, pour avoir non, même pas, comment on appelle ça? En fait, vous allez avoir un historique complet de votre trading, enfin de vos comptes de trading avec vos gains et vos pertes, si vous en faites la demande à votre broker. D'accord? Donc, la fiche, elle s'appelle IFU. D'accord? Et c'est sur l'année, tout simplement, qui a suivi vos gains. Donc, si vous déclarez vos impôts, bien entendu, vous déclarez uniquement ce que vous avez gagné l'année précédente. D'accord? Et ajoutez à ça vos pertes. OK? Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais? Donc pour les pertes, c'est allé sur 10 ans. Donc pour remplir, ou alors directement sur les impôts, c'est les cases 3VG ou 3VF. Alors si vous êtes en gain ou en perte, d'accord. Après, j'avais vu aussi que si vous gagnez, je crois que c'est Seb qui a dit ça, mais je ne suis pas sûr. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on gagne plus en trading que son salaire de son taf, alors on doit s'autoproclamer trader pro. Je ne suis pas sûr de ça. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas le droit à deux travail ici en France, donc on n'a pas le droit d'exercer deux activités salariales. D'accord? Si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous gagnez plus en trading que votre activité principale, ça voudrait dire que vous devez quitter votre travail et vivre du trading, en gros. Alors que les gains en trading, c'est jamais la même chose. Vous pouvez être tout à fait en positif un mois ou deux, et puis terminer un mois en négatif. Donc, ça ne vous assure pas une sécurité. D'accord? Et de vivre de son trading, déjà, ça vous demande d'avoir un certain capital et aussi de très grandes notions en trading. OK?
Puis aussi, quand même, d'avoir des revenus derrière qui tombent. Parce que bon, c'est pas encore une sécurité. Hein, on peut vivre du trading. Pas le droit de salarié dans deux sociétés actuelles. Non, je crois que tu attends. Ouais, je sais pas, mais je semble. Il me semble. Il me semble. Ouais, voilà. Je crois que tu n'as pas le droit. Ok. Ok. Après, c'est vaste. Hein. C'est vaste. Hein. C'est très, très vaste comme sujet. Mais bon, je ne pense pas que si on. Après, je ne sais pas. Hein. Si on gagne plus en trading que son activité principale, qu'on doit s'auto-proclamer trader pro et du coup aller ouvrir une société, donc avoir un numéro de siret, je ne sais pas. Je pense que c'est directement imposable les gains et point barre. Donc, on sera. Donc les gains sont tout simplement imposés à partir de 30% sur vos gains. D'accord. Donc l'État vous prend 30%. Depuis que Macron est élu président, c'est 30%. D'accord. Donc sur l'année précédente, encore une fois, hein, quand on déclare nos impôts, on déclare les impôts cette année sur l'année 2020. D'accord. Donc je sais que depuis Macron est président, je sais que c'est 30% les gains en trading. Vous êtes prélevé à 30%, à hauteur de 30%. D'accord. Ensuite, vous allez être même taxé sur vos gains en cours. Donc, ça veut dire vos gains qui sont encore dans votre compte de trading. Alors, même s'ils sont perdus par la suite, sachez que vous allez être imposé dessus. Donc, quand vous allez demander votre fiche IFU à votre broker, ou quand vous allez tout simplement déclarer vos gains, n'oubliez pas aussi de mettre vos gains en cours. D'accord. Sur l'année dernière. Donc, vous devez prendre un historique du 1er janvier au 31 décembre et regarder vos gains que vous avez récupérer et aussi vos gains qui étaient en cours. D'accord. Et vous devez additionner le tout et le remplir dans la case adéquate. Alors, je vous lis en même temps. Ok. Donc, est-ce que vous avez compris pour ce qui est de la fiscalité? Je pense que c'est le plus important à retenir. Mais encore une fois, n'ayez pas peur de ça. Hein. N'ayez pas peur de faire du trading par rapport aux impôts. On n'est pas encore là, vous n'êtes pas encore là à gagner des millions d'euros. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes tout simplement en train de suivre et copier des signaux et faire un peu d'argent. C'est pas ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça qui va vous ruiner. Essayez de le faire par vous-même. Regardez tout ce que vous avez gagné sur une année et enlever 30%, c'est ce que l'État va juste vous prendre. Je pense pas que ça va être énorme. Je pense pas que ça va être énorme. Ceux qui sont à craindre, c'est ceux qui font beaucoup d'argent en trading, effectivement. Parce que si on gagne 10 000 euros le mois, bah déjà sur un mois, on nous prend 3 000 euros. Donc, oui, ceux qui font des grosses sommes, euh, voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça a été clair pour la fiscalité? Est-ce que les choses. Ok, nickel. Donc, si vous voulez, je peux répéter encore une dernière fois. Donc, pour demander Donc, demandez à votre broker un IFU. Donc, ça va vous donner tout l'historique pour votre déclaration d'impôt. D'accord. N'oubliez pas aussi que vous pouvez le déclarer directement sur votre feuille d'impôt dans les cases 3VG ou 3VH. Pour déclarer les pertes, il faut demander un formulaire CMV où vous pourrez déduire vos pertes sur les 10 années précédentes. D'accord. Donc là, c'est allé sur 10 ans, malheureusement. Et vous êtes aussi déduit tout simplement de 30% sur vos gains de l'année précédente. D'accord. En incluant les gains qui étaient encore dans votre compte de trading.
D'accord? Il faut que le broker soit tout simplement français. Est-ce que ça a été clair pour vous? Donc maintenant, on va passer. Donc c'est bon pour la fiscalité, vous n'avez plus d'autres questions? Vas-y Nicolas, je t'écoute. Ouais, si on laisse tout sur le compte. Oui, tous les gains. Tous les gains. Ça veut dire que si tu as déposé 5 000 euros et que sur l'année, tes gains dans ton compte de trading, il a 10 000 euros, tu dois déclarer 5 000 euros, même si tu les perds après. Donc, il faut bien demander un historique de l'année précédente, parce que quand tu déclares tes impôts, par exemple, cette année, on va déclarer ce qu'on a gagné sur l'année 2020. Donc, tu demandes un historique ou tu prends un historique du 1er janvier au 31 décembre 2020 et tu regardes tous les gains qui est en cours si tu n'as rien récupéré. D'accord? Donc, au 31 décembre, tu regardes les gains qui sont en cours et tu les déclares. Donc, si au 31 décembre, tu es à 5 000 euros de gains, eh ben, tu dois déclarer 5 000 euros de gains, même si tu les as perdus cette année. D'accord? Ça, c'est nouveau, hein, ça n'existait pas avant. On déclarait que sur les retraits. Que sur les retraits. C'est plus, ça a changé. De toute façon, ça change tout le temps. Manu, c'est une question pour moi? Ouais. Alors, moi, je te réponds oui. Tous les retraits et tous les gains en cours dans votre compte de trading. Tout doit être déclaré. Après, ça vaut risque et péril, hein, mais bon, encore une fois, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à avoir peur. Très honnêtement, c'est des petits gains. Si vous êtes là, c'est. Enfin, je veux dire par là, vous n'êtes pas là à gagner des 10 000 ou 20 000 ou 30 000 euros par mois. Alors, comment avoir une certitude sur le fait que nous ne passons pas professionnels si nos gains dépassent nos revenus? Bah écoute, je pense que pour être professionnel, il faut passer un certain examen. Il faut aussi passer ça. Ah merde, comment ça s'appelle? Ah là là, je sais même plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Bah regarde, tu dépasses tes revenus. Si tu dépasses tes revenus actuels avec le trading, tu peux pas devenir trader pro comme ça en un claquement de doigts. Tu dois bien passer un examen, d'accord? Tu dois passer un examen, tu dois aussi créer un numéro de siret, tu dois donc avoir ton entreprise qui fait que toi, tu as un statut de trader professionnel, d'accord? Tu ne deviens pas automatiquement trader professionnel parce que, ben regardez, quelqu'un qui gagne le SMIC, qui gagne 1000 euros par mois, 1200 euros par mois, et qui fait 2000 euros le mois de trading en un mois, il passe de statut professionnel en trading. Je pense pas. Je pense pas. Bah oui, mais moi, je suis pas certain. Moi, je suis pas certain. Trader indépendant, d'accord, mais pas trader pro. Trader indépendant, ben là, il faut aussi ouvrir un numéro de siret. Tu exerces une activité, un compte propre. Donc, tu deviens. Voilà, exactement. Seb est certain. Bon, bah, s'il le dit. Voilà, bah, c'est ce que je vous dis. Il faut ouvrir ta société et là, tu deviens trader indépendant. Un auto-entrepreneur, exactement. Mais comme je suis en train de vous dire, là, je suis en train de vous dire, regardez, prenons un exemple. Vous travaillez, vous avez une activité salariale, vous avez 2000 euros par mois.
Donc, vous allez générer en un mois 3 000 euros. Vous avez gagné plus que votre salaire. Mais le mois prochain, vous allez faire 800 euros de gain. Mais vous n'allez pas gagner plus que votre activité salariale. D'accord? Donc, prenez ça sur une année. Faites les comptes sur une année. Et là, bah, allez dire bonjour aux impôts et ouvrez un compte de trading. Et, enfin, une société d'auto-entrepreneur. Et voilà, vous êtes trader indépendant. Bah oui, vous imaginez. Voilà, voilà, c'est très vaste. Il y a tellement de choses à savoir qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir. On ne devient pas trader indépendant comme ça du jour au lendemain parce qu'on dépasse son salaire. Il faut faire le compte sur une année, après voir, après il y a plein de. Ouais, je sais bien, Fatia, mais voilà, après, si lui, il est sûr, moi, je vous le dis par simple logique, je n'ai pas la certitude. Je n'ai pas la certitude. Alors, toi, sans indiscrétion, tu recommandes combien de capital sur le long terme? Oula, il y a trop de choses. Oula, je sais même plus mettre la tête. Euh, Alors, il y avait une question. Donc, pour espérer vivre du trading. Alors, combien il faut de capital pour espérer vivre du trading? Alors, ça aussi, c'est quand même une question assez vaste. Après, ça dépend du type de trader que tu es. Ça dépend de ta rentabilité. Parce que tu peux aussi avoir. euh, et bon, bah ça, je peux vous le confirmer. Tu peux avoir 30 000 euros de capital et vivre du trading et sortir 2 000 euros par mois. Tu peux. 30 000 à 50 000 euros d'après-cabage. Ouais, je confirme, c'est ce qu'il dit. Le top, c'est 100 000. Ouais, c'est pas faux. Alors, plus tu as de capital, et bien évidemment, plus tu peux sortir des sommes en respectant ton risque, etc. Ouais, ça dépend de ton train de vie et du salaire que tu veux. Aussi. Mais comme je l'ai dit, dans le trading, on ne se fixe jamais d'objectif. Parce qu'on prend les opportunités que nous donne le marché. Donc, on n'a jamais un salaire fixe. Pour gérer ton risque, il faut au minimum 100 000. Bah, regardez, un exemple. Sur mon copy trading, là, je suis actuellement à 60 000 euros d'euros. D'accord? J'étais à 40. Attends, j'avais un capital de 40 000 la semaine dernière. En une semaine, j'ai fait 2100 euros avec un capital de 40 000 euros en générant tout simplement 1% de risque et en prenant tout simplement 1% sur ma position. Donc, j'ai pris que 2100. J'ai pris que, c'est un grand mot, j'ai pris 2100 euros en une semaine avec 40 000 euros de capital. 2100 euros de lundi à vendredi. Donc ça peut vous donner une idée sur toutes les positions que je vous envoyais, en sachant bien que j'ai coupé toutes les positions avant. J'ai juste pris 1% de chaque position. Arrivé à 1%, j'ai coupé ma position. J'ai pas laissé partir le marché. Donc c'est pour ça qu'on a pris beaucoup plus dans le groupe. On a pris 12%. OK. Donc là, il est actuellement 17h30. Donc ça fait 1h30. C'est bon, 2000 euros la semaine pour 40 000 euros investis. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Après, il faut vous poser les bonnes questions, hein. Essayez de comprendre pourquoi tous les traders français que vous voyez, les plus connus, quittent la France. D'accord? Je pense que voilà, vous comprenez. Les types, ils font 50 000 euros dans le mois. On leur prend 20 000 euros. On leur prend 20 000 euros sur un mois.
En France, c'est très, très compliqué. Ouais. Très, très compliqué. Quand tu réussis, ça va pas. Par contre, sur les aides, c'est un bon pays pour les aides sociales et tout. Mais quand tu réussis, là, pour le copie, tu déclares tes gains. Donc, quand tu vas retirer tes gains, tu déclares tes gains. Mais encore une fois, n'ayez pas peur des impôts, surtout, surtout quand c'est des petites sommes comme ça. Franchement, ça ne doit même pas passer, ça ne doit pas vous faire peur, ça ne doit pas pour l'instant vous passer par la tête. Les impôts, c'est pas ce qu'il y a de plus, très honnêtement. Là, ayez peur si vous avez des grosses sommes. Ouais, voilà. Faut pas avoir peur. Ouais, mais c'est ce qu'a dit Seb qui fait flipper, mais il n'y a pas de quoi flipper. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Après, c'est à vous de vous. Alors, j'essaie de lire. Après, c'est à vous de vous mettre dans la tête. Regardez, sur une année, essayez de vous mettre une petite somme, parce que vous n'allez pas faire des grosses sommes sur une année. Essayez déjà de voir sur un mois. Sur un mois, vos gains. Vous le multipliez, c'est à titre d'exemple, hein. Vous le multipliez par 12. À cela, vous retirez 30%. Et c'est 30% que va vous prendre l'État. Et vous allez vous faire une petite idée, tout simplement. Tout simplement. Et après, vous pouvez même déclarer vos pertes. Et comme ça, c'est étalé sur 10 ans. Donc, ça sera déduit de vos gains. Donc, si vous avez trop donné, l'État va vous rembourser. Tout simplement. Et après, voilà, Alima, tu as bien fait de dire ça. Après, ouais, le cas par cas, ouais, l'État regarde vraiment les gros comptes, hein, en premier, hein. Ils vont pas s'amuser à faire tout le monde regarder leurs comptes, à regarder s'ils font du trading ou à regarder combien ils déclarent en trading. Non, non, ils regardent d'abord les grosses fiches d'imposition, d'accord? Exactement, exactement. Après, vous pouvez toujours avoir un premier avertissement. Voilà, on a vu que vous avez fait du trading, vous allez recevoir un courrier. Nous avons vu que vous avez eu des gains en trading et que vous n'avez pas déclaré sur vos TANA et ils vont vous dire peut-être de mettre cela à la prochaine impôt ou alors ils vont vous demander tout simplement de déclarer ça au plus vite et de le payer au plus vite. D'accord? Ils ne vont pas vous mettre une grosse amende ou en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'éducation financière en France, justement, ouais, il n'en a aucune. On ne vous parle jamais de ça. Donc, moi, honnêtement, il y a pas de quoi s'inquiéter. Honnêtement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vous êtes là, vous avez souscrit un service de signaux, vous avez créé un compte, un petit compte de trading chez un courtier. Et voilà, c'est tout. Vous faites du copier-coller, vous générez votre propre argent. C'est des petites sommes et c'est tout. Basta. 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 Essayez de voir déjà sur une année. Déjà, essayez de sortir un historique sur une année. Et après, on pourra parler imposition. Essayez de sortir déjà des gains sur une année. Un historique sur une année avec des gains, surtout avec des gains. Et après, on parlera imposition. Ouais, les règles sont pas faites par ceux qui ne respectent pas. Faites par ceux qui ne respectent pas. Ouais, bah ça, plus on a peur, moins on sortira de notre zone de confort. Exactement.
Ouais, exactement. Très belle phrase, Charles. Les prévisions, Loïc, pas dans ce Zoom, parce que ce Zoom était, excusez-moi, réservé aux questions-réponses. Donc j'ai dit, hein, cette semaine, ça ne sera pas de l'analyse technique. D'accord. C'était vraiment une remise à niveau. Euh, quand dimanche prochain. Dimanche prochain, je pense, parce que là, je vais être vraiment occupé cette semaine. Ouais, mais je sais bien, mais je vais vraiment essayer de faire un zoom dans la semaine. Mais comme je vous l'ai dit, maintenant que je suis passé en intraday, que j'évite les positions à long terme, voilà, je vais pas dire que je vais calmer la chose, mais de la semaine. Oh non. Ouais, mais je sais pas. Après, voilà, je pense que j'avais quelque chose. Je pense que j'avais. Voilà, attendez. Regardez le hot CHF. Voilà, donc j'avais prévu un petit setup sur le hot CHF. Je peux vous le montrer. Hop, sur du 1 heure. Voilà, j'ai ça. Tac, tac. Donc voilà euh, pour vous expliquer ce setup. Hop, hop. Donc voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a une trade. Donc les débutants, regardez, on a une trade ici qui nous sert de résistance. D'accord, cette trade. Pourquoi? Parce on touche ici, on touche ici, on touche ici, on touche ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une trade est validée. Donc, il y a beaucoup de traders qui vous disent à 2 reprises. Donc, quand le marché touche à 2 reprises. Moi, je dis non. Une trade est validée quand il est touché à 3 reprises. OK? Et non 2. Donc là, on a une trade qui nous sert de résistance. D'accord? On a un mouvement haussier du marché. Pourquoi? Parce qu'on a des hauts de plus en plus hauts et on a des bas de plus en plus hauts. Donc la structure du marché ici, elle est haussière. D'accord? Ici, on a une autre trade. Pourquoi? Qui nous sert de support ici. Donc je vais zoomer. Tac. Pourquoi? Parce qu'on touche une fois, on touche 2 fois, on touche 3 fois, trade validé, on touche 4 fois. OK? Donc ça, première chose. Donc 2 trades qui nous servent de support, résistance. Ici, on a un support. OK? Qui nous servait de résistance ici. Là, j'attends tout simplement la cassure de la trade qui nous sert de support et ce support. D'accord? Donc là, ce que je veux dire par là, c'est que cette structure du marché doit être cassée. Doit être cassée. Donc, pour qu'elle soit cassée et qu'elle devienne baissière, on casse cette zone, on reteste cette zone de support, donc qui devient résistance. OK? Et on doit repartir à la baisse. Donc, du moment où on repart à la baisse, on a un marché où on a un sommet qui est plus bas que le précédent. Donc, la structure du marché change. OK? Donc là, je prendrai position ici à la vente. Donc, j'attends toutes les confirmations ici. Avec un SL au-dessus du dernier plus haut et un TP sur les 61,8 qui est représenté ici sur la ligne de tendance qui nous sert de support. D'accord? Je n'irai pas chercher plus loin. Le TP doit toujours être mis en fonction que le marché est capable tout simplement d'y aller. D'accord? Il ne faut pas être trop gourmand. Je ne vais pas placer mon TP ici parce que je veux que mon TP soit ici. Il faut vraiment que je trouve des points où le marché est capable d'aller. D'accord? Donc en l'occurrence ici. Et si je regarde mon ratio risque, donc d'abord je place mon SL en fonction que s'il est touché, bah, le plan n'est plus valide, donc au-dessus de ma résistance et au-dessus du dernier plus haut. D'accord? Donc j'ai un SL de 20 pips et j'ai un TP de 60 pips. Donc j'ai un ratio risque de 3. Donc parfait. D'accord? Donc voilà. Donc moi je suis plutôt cassure de tendance, d'accord, cassure de trade comme trader. Ma stratégie en veut ainsi, d'accord, c'est comme ça. Donc j'attends la cassure du support, de la ligne de tendance qui nous sert de support, d'un retest. Et ensuite, peut-être que je peux rajouter un Fibo ici, sur la tac, voilà, sur l'impulsion baissière. Donc, quand on aura cette impulsion baissière et que le marché va retracer pour aller rejoindre la zone de résistance, je tracerai mon Fibo et voilà, j'aurai mes 4 zones de Fibonacci. Là, en l'occurrence, le niveau 50, il est sur mon niveau de support, enfin, qui est maintenant résistance.
si on casse cette zone. Est-ce que c'est compris? Je pense que j'étais trop vite. Non, 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 faut pas, faut passer à l'ouverture du marché. Non, non. On attend la cassure, on attend le retest, on regarde comment se comporte le marché ici, on va regarder nos niveaux Fibonacci, on va regarder notre RSI. Tiens, le RSI, il est comment? Le RSI, il est en dessous du niveau 50. Déjà, c'est bon signe. OK? C'est très bon, c'est un très bon signe. Ensuite, on peut s'amuser à faire ça. Tac, une trade. OK? Et ensuite, on peut s'amuser à mettre la ligne au niveau du 50. Tac, voilà, pour voir le momentum. OK? Donc là, on est comme dans une phase de compression. Donc si je mets uniquement le RSI sur l'écran, voilà, tac, on est dans une phase de compression. Donc c'est comme si on avait une impulsion du marché, une phase de compression, et on attend la cassure de la ligne de tendance. OK? Zut. Tac, tac, tac. Voilà.